C'est un peu comme dans le monde de la pub avant l'analytics, où un milliardaire célèbre avait dit « La moitié de mes dépenses publicitaires est gaspillée, mais je ne sais pas quelle moitié ». Laureline, est-ce que tu as un coach professionnel? Non. D'accord. Alors, au Tech Show, on a un coach professionnel, donc c'est un coach de personnalité, de star, d'homme politique. C'est devenu une véritable star sur les réseaux sociaux. Et donc, on est ravis d'accueillir Olivier pour le mot du coach. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier, bienvenue Vincent. encore une fois dans le Tech Show. Merci Vincent et Laureline, enchanté. Dans cette chronique, pour une fois, je vais principalement m'adresser aux CEO et aux DRH pour vous parler de scale. Le scale, cela consiste à faire grossir son entreprise pour la faire passer d'une start-up à une scale-up. Et on va aborder cet enjeu sous l'angle du talent management. Alors, je vous le dis d'emblée, je n'ai jamais été très à l'aise avec les tartes à la crème RH du type « il faut replacer l'humain au centre et on va réhumaniser l'entreprise ». Pourquoi? Parce que quoi qu'il arrive, dans un collectif, l'être humain, heureux ou malheureux, est toujours au centre. Que les équipes soient épanouies ou en souffrance, motivées ou lessivées, nos organisations sont des structures organiques. D'ailleurs, c'est la même racine. Et comme tout autre système organique, un collectif d'êtres humains peut être en très bonne santé à un moment donné et tomber malade de manière plus ou moins sérieuse à un autre. Le talent management, cela consiste concrètement à construire, entretenir et réparer si besoin la fluidité des liens humains dans une organisation. Et alors quel rapport avec le scale et la licorne? Eh bien le lien de cause à effet a le mérite d'être très simple, pas de talent management, pas de scale. Et bien sûr, pas de scale, pas de palais. Alors quand on lance une start-up, il est normal de mettre toute son énergie sur le produit et sur la tech, parce que pas de clients, pas de palais non plus. Mais en revanche, dès que l'on touche son market fit et que l'on dépasse une taille d'équipe d'à peu près 30 personnes, apparaît alors un nouvel enjeu. Répondre à la demande qui s'accélère et donc faire grossir le bousin sans perdre en qualité de service. Et là, ça n'est pas une affaire d'intelligence artificielle, mais uniquement d'intelligence émotionnelle. Pour attirer les meilleurs profils dans l'aventure et faire en sorte que ceux qui y sont déjà aient envie de rester. Pour que ceux qui deviennent managers et membres de COMEX, souvent très rapidement et par la force des choses, deviennent des leaders compétents et inspirants. Pour organiser le travail collectif afin d'éviter les lenteurs, les couacs et les jeux de pouvoir. Alors, comment fait-on pour qu'un collectif soit performant? Eh bien, toutes ces dynamiques humaines sont régies par des règles, des lois naturelles qui sont aussi vieilles que notre espèce. Et pour moi, la personne qui a le mieux réussi à les décrire et à les cartographier, c'est Eric Berne, fondateur de l'analyse transactionnelle, qui théorise en 1966 ce qui deviendra plus tard la théorie des organisations de Berne. Et pour une fois, on évitera les acronymes. Pour Eric Berne, dans son modèle le plus épuré, une organisation se schématise comme cela. Se dégagent trois zones distinctes. L'environnement, dans lequel l'entreprise va puiser des ressources extérieures comme les clients, les fournisseurs ou les candidats. La zone du membership, dans laquelle se trouvent toutes les personnes qui contribuent à l'entreprise, mais sans être impliquées directement dans sa gouvernance. Et enfin, la zone du leadership, dans laquelle les leaders qui s'y trouvent ont trois attributs principaux. La vision, le cadre et la modification de l'organisation. En pratique, il y a beaucoup plus de frontières. Dans la zone du membership déjà, car il y a plusieurs équipes et départements. Mais aussi dans la zone du leadership, où l'on trouve des hiérarchies à l'intérieur même du COMEX. Alors où investir concrètement? Entre l'amélioration du recrutement, la formation des managers, le coaching des dirigeants, la facilitation du travail de groupe, on peut vite se perdre en actions coûteuses et chronophages. Et au bout d'un moment, on se met à investir un peu dans le vide, ici ou là, en espérant que ça passe. C'est un peu comme dans le monde de la pub avant l'analytics, où un milliardaire célèbre avait dit « La moitié de mes dépenses publicitaires est gaspillée, mais je ne sais pas quelle moitié ». D'où l'intérêt de démarrer par un bon diagnostic, afin d'agir avec économie et précision. Pas forcément là où ça fait mal, mais plutôt en remontant la chaîne des processus pour comprendre déjà de là où ça part. Et c'est une vraie geekerie, un peu technique, mais passionnante. Pour l'illustrer, on terminera par cette anecdote racontée par Eric Berne. Un jour, un client appelle un plombier pour réparer sa chaudière coincée. Le plombier sonde la bête, tapote, puis donne un seul coup de marteau, bien avisé, sur la valve coincée. Oh, c'est incroyable, dit le client, combien je vous dois? C'est 100 $. 100 $? Ça fait cher le coup de marteau. Vous avez raison, dit le plombier. Le coup de marteau coûte 1 $. Avoir une personne qui sait où le donner coûte 99 $. Et encore, vous n'avez pas vu la casquette. Allez, salut.
Merci beaucoup Olivier, c'est exceptionnel comme toujours. Laureline, est-ce que tu veux réagir aux propos d'Olivier ? Bah oui, on peut toujours dire un mot, effectivement. Et en ce qui concerne Uber, en tout cas, la performance de l'organisation est quelque chose de fondamental. On reste sur un modèle de start-up où finalement assez peu de personnes gèrent une activité qui est très très grande. Et donc l'efficacité, la fluidité dans les rouages, dans l'organisation est quelque chose d'extrêmement important. Et moi, en tant que general manager, une attention particulière que j'ai, c'est justement la fluidification, l'organisation, pour qu'elle reflète au mieux la stratégie et l'intention qu'on a en termes de développement. Vous êtes combien de personnes en France, chez Uber France, au siège? Une centaine de personnes. Une centaine de personnes. D'accord. Merci beaucoup encore Olivier, tu peux rester bien sûr avec nous.